9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Le défaut de la Grèce est donc évité. Ce matin, nous avons 3 chiffres qui devraient rassurer les marchés. 50%, c'est le niveau de la décote sur la Grèce, même si le pays va rester asphyxié avec 120% de dette en 2020. 100 milliards d'euros, c'est le chiffre de la recapitalisation des banques. Preuve donc qu'elles peuvent supporter ce chiffre en Europe, mais surtout ce chiffre accepté avec le sourire. Il n'y a pas d'événement de crédit en Europe. Et puis 1000 milliards d'euros, c'est le chiffre du Fonds européen de stabilité financière. Ce chiffre que Nicolas Sarkozy lui-même a d'ores et déjà traduit en dollars, parce qu'il fallait impérativement qu'il franchisse les frontières de l'Europe et celles de la muraille de Chine. Il fallait qu'il soit lisible par Pékin dès ce matin. Donc voilà, il n'existe plus d'actifs inaliénables, même si le défaut de la Grèce a été évité. Nous n'avons pas encore la solution pour sortir les pays du surendettement. Nous ne savons pas encore comment, sur le long terme, un Grec va pouvoir vivre avec un Allemand. Nous avons en partie sanctuarisé l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi décidera seul s'il reste sur l'obligataire et il va y rester. Et ce matin, nous n'avons aucune réponse à la question clé: comment aboutir à un ajustement monétaire efficace? Et évidemment, dans la mesure où les Chinois vont nous aider, nous aurons beaucoup plus de mal à leur tordre le bras sur la question du yuan lors du prochain G20 des 3 et 4 novembre. Pour en parler aujourd'hui, Vincent Beaufils, bonjour. Bonjour. Il est directeur de la rédaction de Challenge. Olivier Berruyer, bonjour. Actuaire, et il est l'auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel. Et il anime aussi un blog dont je n'ai pas encore écrit le nom sur ma feuille, qui est www.lescrises.fr. www.lescrises.fr. Jérôme Dédéian, bonjour. Bonjour Nicolas. Président de Débori RS, ingénierie et gestion de l'épargne salariale, épargne retraite et de l'actionnariat salarié. Bon, je pourrais vous poser 25 000 questions. Je vais juste vous donner, les réactions, les verbatims de la nuit. À la hauteur des attentes, dit Merkel. Des décisions extrêmement importantes, dit Trichet. Progrès substantiel, dit Madame Lagarde. Nouvelle ère pour la Grèce, dit Papandréou. D'ailleurs, maintenant, le FMI, ça y est, se tient prêt à débloquer les milliards qui manquent là pour payer les fonctionnaires dans quelques semaines. Monsieur Barouin, l'accord de Bruxelles a sauvé l'euro, c'était ce matin. Qu'est-ce que vous ajouteriez, Vincent Beaufils? Eh bien, moi, je reprendrai le mot de Jean-Dominique Giuliani sur votre antenne ce matin. Grosse rustine. Je trouve que c'est un excellent résumé. Certes, on n'a pas joué Apocalypse Euro, pour reprendre l'émission qui était sur France 2 mardi, mais on savait qu'on allait trouver les moyens effectivement de s'en sortir, mais par rapport à ça, par rapport à ce qui pourrait être des progrès de gouvernance, par rapport même, je pense qu'on ira dans les détails plus tard, à l'augmentation de la force de frappe financière, il y a beaucoup de questions qui restent. Alors certes, on est dans le réalisme, c'est ce que d'ailleurs a dit Christine Lagarde à Challenge récemment, et c'est d'ailleurs elle qui, en arrivant avec les chiffres réels de ce qu'allait coûter l'aide à la Grèce si on ne faisait rien. Il faut se souvenir que vendredi matin, le FMI est arrivé avec des chiffres hallucinants à Bruxelles, disant par rapport aux 110 milliards que nous avions prévus le 21 juillet, en réalité, avec tous les chiffres repassés par le FMI, on est à 240 milliards. Et on pourrait même passer à 440, a-t-elle dit avant. Et c'est ça qui a poussé quand même tout le monde, effectivement, à cet abandon de 50% de créances. Mais globalement, on est dans la rustine. Je suis d'accord. C'est très facile pour nous à froid, dans ce studio paisible où nous n'avons pas de décision à prendre, de parler d'une rustine. Mais j'achète une grosse rustine. Une grosse. Seulement quand on voit les minutes de ce qui s'est passé la nuit dernière à Bruxelles, que Mathieu Jolivet nous a raconté, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Réunion de crise un peu passé minuit dans le bureau de M. Van Rompuy avec les banquiers pour savoir si on fait 50, 51, 52 sur la Grèce, de décote. Et le niveau de stress incroyable. Conférence de presse de Nicolas Sarkozy à 4 heures dans un état de... Il est cramé de fatigue. Ouais. On a quand même l'impression qu'ils se sont donné un mal de chien. Mais Jérôme Dédéian. Bien sûr, en fait, reprenons la séquence. Quand ça se passe mal dans une négociation, parce que on est dans une situation de crise, et c'est une situation de crise dans laquelle nous sommes encore. Voilà, on a fait quelque chose, mais voilà. On se rend compte que, en fait, on va jusqu'à un paroxysme de la crise ou un sommet qu'on a atteint cette nuit. Ça se traduit par des réunions de plus en plus fréquentes. Le calendrier s'accélère, on est obligé de se voir de plus en plus souvent, et on se voit dans des conditions de plus en plus tendues en termes de délai, et on aboutit à un accord. C'est exactement ça qu'on a vécu. Et donc le principe, c'est que moi, je considère que quand vous avez introduit Nicolas en disant que la Grèce, on avait évité le défaut de la Grèce, que c'est faux. La Grèce a fait défaut cette nuit. Bien sûr, mais si vous voulez officiellement, il n'y a pas d'événement de crédit. Mais ça ne trompera personne. La seule chose que je dis, c'est que le boulot commence maintenant. Le travail commence maintenant. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Ça se voit à l'état de fatigue de nos dirigeants
européen lors d'une négociation. Mais le boulot commence maintenant, car c'est maintenant que le temps qu'on vient d'acheter. Car on vient d'acheter du temps en maintenant le fonctionnement du système bancaire, de la capacité de financement de l'économie et des États à éviter les attaques des marchés. Mais c'est maintenant que le boulot commence pour travailler à fond sur la capacité des États européens à vivre ensemble dans des règles budgétaires resserrées permettant de cohabiter au sein d'une monnaie unique. C'est maintenant qu'on travaille sur la capacité autonome de l'Europe à dire au monde que malgré le coup de pouce monstrueux qui va nous donner, qu'on reprend la main sur nos affaires pour dégager des excédents qui vont nous permettre de nous désendetter et d'investir. Donc je considère que c'est un peu comme le dit Vincent, une énorme étape de sauvetage d'une situation de crise, mais que si c'est pas maintenant qu'on se met à travailler pour de vrai sur la récupération de la capacité autonome de l'Europe à décider de son destin, eh ben, on revivra la même séquence de crise à intervalles pas si lointains que ça. On va en parler très vite en France parce que ça y est, la TVA arrive sur le tapis. Allez, Olivier Burrier, votre réaction aussi à ce qui s'est passé cette nuit, ce qui n'est pas terminé d'ailleurs parce qu'il y avait encore des éléments très concrets de l'accord qui tombait encore à 6h30 du matin. Moi, le mot qui me vient, c'est le mot d'enfumage. Alors, enfumage, la grosse rustine, enfumage, ça devient c'est plutôt nouvel enfumage. Finalement, qu'ont voté d'ailleurs les députés allemands hier, c'est extrêmement éclairant. Ils ont voté à une très large majorité le fait que la garantie allemande n'augmenterait pas d'1 euro dans le FESF. Oui. Partant de là, qu'est-ce qui a changé dans la nuit? Rien. S'il n'y a pas plus de garantie publique à l'entrée, vous pouvez mettre toute la boîte noire que vous voulez, il n'y a pas plus de garantie publique à la fin. Alors, effectivement, on parle de 1000 milliards, il n'y a absolument pas 1000 milliards de garantie publique. On est resté sur les mêmes niveaux de garantie publique que précédemment. Donc, on va transformer le FSF en un machin assurantiel. Bon, l'avantage, c'est qu'on ne le transforme pas en banque. Ça, la position allemande a heureusement prévalu. Pourquoi il ne fallait pas en faire une banque ? Parce que les banques sont en train... On crée la banque centrale que l'on n'avait pas, on crée une néo-banque centrale sans toucher à la dépendance de la BCE. Oui. C'était là encore de l'enfumage, mais là on avait un outil... Il ne faut pas prendre les Allemands pour des... Oui, d'accord. Je pense que le Bundestag, qui d'ailleurs maintenant ne vole plus à 42 de la commission budgétaire, mais à 620 élus, c'est la nouveauté. Il y a une chose qui a changé considérablement dans la nuit, c'est qu'on vient de lever... Enfin, on essaye de lever 1000 milliards sur les marchés. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs du... Non, Vincent pas du tout. Pas du tout, en aucune façon. On est, Olivier a raison, on est toujours sur le même chiffre de 440 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé ? 440, c'était le chiffre... Enfin, aujourd'hui, on nous dit que sur le papier, il y a 250 disponibles. Oui, mais pourquoi il y a 250 disponibles ? Parce que pour avoir le triple A sur le FESF, on ne peut pas mobiliser l'ensemble des sommes qui sont données. Bon. Et à partir de ça, à partir de cette somme-là, on imagine, on transforme en fait le FESF en un rehausseur de crédit. Et donc, effectivement, ça permet à l'Italie de continuer à emprunter autour de 5% ou même peut-être même de 4%, alors qu'on voyait bien que la tendance des marchés allait plutôt vers 6 et même au-delà de 6. Et donc en réalité, c'est une moi je dirais, j'emploierais pas du tout le mot d'enfumage d'Olivier, mais je dirais que cette partie de l'accord est très maligne. Mais en réalité, il faut le chiffre de 1000 milliards est totalement bidon. On est toujours sur 440 milliards parce que le Bundestag a dit pas 1 euro de plus allemand. Un mot, Jérôme, parce qu'on marque une pause et on reviendra avec Olivier après. On sert de ces 440 qui sont 250 mobilisables pour lever 1000 milliards de plus en faisant appel à des investisseurs tiers. C'est ça que je veux dire. Non, c'est pas tout à fait ça non plus. Non. Ah bon On va essayer d'éclairer ce point purement technique et s'il vous plaît, on va pas y passer l'heure parce que d'abord, vous allez voir qu'on va avoir des nouvelles infos dans la journée qui vont nous préciser certaines choses que nous ne savons pas à 9h14. D'ailleurs, on marque une pause. À tout de suite. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Vincent Beaufils, Olivier Berruyer, Jérôme Dédéian. Alors Jérôme, votre vision le plus simple possible. On s'est mis d'accord à la pause. On dit la même chose. Pour le dire simplement, on a mobilisé les 250 milliards mobilisables du FESF. On va essayer de le dire en mots simples. On les a mobilisés pour apporter une garantie partielle aux nouveaux investisseurs qui voudraient acheter de la dette européenne. Voilà. Ça veut dire que les modalités techniques, on les connaîtra dans le détail. Est-ce que ça se passe directement sur les émissions obligataires des États ? Est-ce que ça se passe via le nouveau véhicule ? La seule chose, c'est qu'on dit j'avais 250 milliards mobilisables dans le FESF qui me reste, d'accord ? Je les mobilise pour apporter une garantie partielle à tout nouvel investisseur tiers qui voudrait acheter de la dette européenne. Donc, ce faisant, comme je rapporte une garantie partielle, en fait, j'espère que je vais pouvoir mobiliser de nouveaux investisseurs à hauteur de, et on a avancé le chiffre de 1000 milliards. Voilà. Ok Vincent Beaufils. Parfaitement, c'est exactement ça, avec un point supplémentaire.
l'avantaire, c'est que ça permet effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, à des pays qui avaient des taux qui allaient vers le haut, je ne dis pas encore vers les sommets grecs, mais on sent bien qu'il y a une pression des marchés pour faire monter les taux italiens, d'emprunter en gros 2 points plus bas. Et donc, exactement, et donc d'alléger la charge de leur dette et de trouver à se financer. Je rappelle que les taux à 2 ans grecs sont montés à 80% récemment, au-dessus de 80%. Donc Olivier Berruyer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire sur le plan purement technique, là, la photographie? C'est ça? Tout à fait, oui. En gros, c'est le fonctionnement, mais on voit que face à notre problème de dette publique, on essaye de trouver des dispositifs de plus en plus compliqués, de plus en plus énormes, puisque en mai 2010, on était sur des garanties de 100 milliards. Là, maintenant, effectivement, on parle des garanties toujours de 400, mais enfin, on parle de 1000 milliards pour s'endetter encore plus. Enfin, on voit qu'on ne résout nullement le problème de base. Là, tout le monde est d'accord. Voilà, et là, c'est très, très important. C'est très important ce que dit Olivier. On vient d'acheter du temps. Parce qu'on en manquait, puisque depuis la crise de cet été et la poursuite des discussions, là on voit bien que le calendrier des discussions s'était accéléré comme dans toute situation de crise, c'est ce que je disais au début. Et donc on vient de se racheter, on vient de se donner une bouffée d'oxygène, entre guillemets, c'est-à-dire une capacité à voir un tout petit peu plus loin. Voilà. Mais il ne faut pas se leurrer. Ça ne règle absolument pas les problèmes structurels de fonctionnement de la zone euro. Il y a une déclaration d'intention de règle d'or dans les constitutions de tous les pays de la zone euro. Tout le monde, etc. les 17 sont d'accord pour accepter une règle d'or. Elle ne sera pas forcément constitutionnelle, mais elle devrait être acceptée. Mais ça reste au niveau de la déclaration d'intention. Et donc maintenant, c'est pour ça que je dis que le travail commence maintenant. Et que c'est maintenant qu'on sait si cette crise, de cette négociation de crise, et après le temps qu'on vient d'acheter, on va vers du mieux. C'est la capacité de l'Europe à reprendre son destin en main de façon autonome, c'est-à-dire à vraiment aligner les politiques budgétaires de ces États pour maintenir les conditions, je dirais, de structurelles de stabilité de la zone euro d'une part, et deuxièmement de création de gains d'excédents budgétaires qui sont évidemment liés d'une part à des augmentations de recettes, c'est toute la fiscalité qu'on va se prendre, mais surtout à ce qu'on veut générer comme allègement de dépenses publiques et de dopage de croissance pour permettre de reconstituer nos équilibres. On a fait un gros progrès de gouvernance parce que déjà on a un patron en Europe, c'est Angela Merkel, et ça maintenant c'est officiel. Un mot, Vincent Boffy, c'est Olivier Berruyer qui est en déficit de temps de parole depuis le début de l'émission. Non, juste un point par rapport à, je dirais, Dieu sait si autour de cette table j'ai toujours été celui qui a dit il ne faut pas enterrer l'Europe et arrêtons de faire de la prophétie autoréalisatrice sur l'Europe, mais quand on entend ce matin dire nous avons considérablement augmenté la force de frappe financière de l'Europe, il faut quand même mettre 3 bémols. Le premier, c'est que le fameux FESF où on dit effectivement on arrive à 1000 milliards. Mais pour avoir les 250 milliards mobilisables, ça prend du temps. Si on prend la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui a été la banque européenne qui est la plus intelligente, qui arrive avec des projets concrets, etc., elle n'arrive pas à lever plus de 60 milliards par an. Ça veut dire que pour arriver à pleine capacité du FESF, il va falloir au moins 4 ou 5 ans. Deuxième bémol, on a entendu ce matin, génial, on va demander de l'argent aux Chinois. Je mets de côté l'aspect indépendance, mais moi j'ai entendu le même refrain quand on a fait le Fonds stratégique d'investissement en France. FSI, on a dit on allait doubler notre capacité d'investissement par des pays émergents. Ça fait 3 ans, j'en ai toujours pas vu la couleur. Des pays émergents, ils font gaffe à leur argent. Et troisième point, c'est les interventions de la BCE. Et ça, c'est un débat absolument passionnant par rapport à savoir si est-ce que c'est Angela Merkel qui est la patronne de l'Europe ou pas. De l'Europe, oui. C'est Mario Draghi qui a rappelé qu'il était le patron de la BCE. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on va voir les choses. Il faut savoir que la BCE achète depuis 2 mois, chaque semaine, entre 6 et 7 milliards d'obligations italiennes. Si les Allemands, comme ils le souhaitaient l'exprimer hier, avaient obtenu que ça s'arrête, c'était une vraie catastrophe. Si Mario Draghi, comme vous sembliez le dire, a obtenu ou a dit... il a dit clairement, je vais vous le citer. Eh bien, recitez-le-moi parce que c'est fondamental. La BCE reste présente sur le marché obligataire. Et Nicolas Sarkozy répond, la BCE est indépendante, je ne suis pas son porte-parole. Il est permis de se réjouir de ce que dit Mario Draghi. Et je pense qu'effectivement, il faut s'en réjouir parce que si effectivement la BCE n'achète plus de dettes, c'est-à-dire on a encore une fois, je reviens à mes histoires des taux italiens, ils vont aller très très vite au-delà de 6 et peut-être même vers 8%. Donc ça, c'est un point fondamental à voir. Est-ce que Draghi sera indépendant des Allemands? Parfois, les Latins, quand ils ont des créances morales avec les Germains, vont un peu au-delà de ce qu'ils devraient faire. Il va quand même s'installer à Francfort. Olivier réagit et vous réfléchissez à la question suivante, tous. Est-ce que la chose la plus importante, ça n'est pas la traduction des 1000 milliards en 1400 milliards de dollars, les 1000
milliards d'euros en 1400 milliards de dollars par Nicolas Sarkozy. Réaction, Olivier, Oui, ce qu'on vient moi, de que dire. la BCE rachète des obligations publiques pourries, ça ne me réjouit pas du tout. Moi, ça m'inquiète énormément. Pour moi, ça met en danger l'euro très fortement. Ça met en danger la construction européenne. La mission de la Banque centrale est de protéger la monnaie. C'est pour ça qu'on ne lui impose aucune décote dans la décote Oui, mais sur la elle n'a Grèce. même pas à le faire actuellement. Aujourd'hui, quel est le fond du problème? Mais Olivier, il y a plus. L'Europe serait morte depuis un an si elle ne l'avait pas fait. Pourquoi l'Europe serait morte? Parce que les pays auraient eu des taux d'endettement absolument asphyxiants. Mais quel est le fond du problème là-dessus? Il y a des États indépendants qui contractent des dettes avec des investisseurs privés. S'ils peuvent rembourser, tant mieux. S'ils ne peuvent pas rembourser, tant pis. Les défauts des États. Mais les défauts des États, c'est une constante historique. Depuis 1975, vous avez eu 70 défauts d'État. Donc tous les ans, il y a 2 États qui font défaut. Qu'on arrête de dire que ce serait la mort de l'euro s'il y avait des défauts grecs, c'est absolument faux. C'est même pas moi qui le dis, c'est Robert Mundell, qui est le père de l'euro, qui dit très bien si la Grèce fait défaut, la Grèce fait défaut. Il n'y a aucun lien avec l'euro. Ça revient à dire, je m'arrête là, que on a par exemple la Californie va très mal, budgétairement parlant. Si la Californie faisait défaut, qui autour de la table pense que ce serait la fin du dollar? Personne. Il y aurait des investisseurs qui ont prêté à la Californie qui perdraient leur argent, point final. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour que des investisseurs obligataires ne perdent pas leur argent. Je ne vois pas pourquoi on protège plus des investisseurs obligataires qui ont pris un risque en prêtant à la Grèce, qui ont pris un risque en prêtant à l'Italie, de pertes potentielles, comme des actionnaires ont des pertes et des investisseurs immobiliers ont des pertes. C'est la vie d'avoir des pertes, ils ont été rémunérés, ils ont touché une prime de risque dans leur taux d'intérêt. Quand le risque arrive, il faut qu'ils prennent et non pas que ce soit le contribuable qui le prenne. C'est une question clé parce que celle-là. Non, mais juste un point quand même. Oui. J'aimerais poser à Olivier cette question. Quelle est la part de la dette américaine achetée par la Fed? Oui, elle commence à être à 25%. Non, pas 25%. La moitié des titres, de la Fed américaine, des emprunts américains sont achetés par la Fed. Je dis pas que c'est bien, bien entendu. Vous avez parfaitement raison en toute logique, mais c'est la réalité d'un marché. Moi, je préfère que les taux italiens soient en dessous de 6% qu'à 10%, parce que ça veut dire que le FMI vient au secours d'un grand pays européen, et là, ça me panique. Je suis pas totalement d'accord avec vous, Olivier, sur le fait que si la Grèce fait défaut, l'euro n'est pas en risque. Parce qu'on voit bien qu'il est en risque. On voit bien que le train en provenance d'Athènes est passé par Lisbonne, Madrid, Rome et qu'il est en train d'arriver à Paris. Il y a quand même un lien. Et que si le train arrive à Paris, il y a plus de 50% du PIB de l'Europe qui est en risque. Et l'Allemagne ne peut plus assurer plus de 50% du PIB. Vous avez dit ce matin qu'il était à 1,40 €, il a perdu d'aller. Il était à 1 $. On était à 1,40 €. On va le dire simplement. Sur la valeur de la monnaie. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que l'affaire dépasse largement le cas grec et que la difficulté de l'euro, c'est bien le risque de contagion. Après, moi, je vais le dire très simplement. Je ne suis pas du tout d'accord pour que, au fond, mais ça, c'est du bon sens, pour qu'un établissement bancaire, quel qu'il soit, la BCE en particulier, gave son bilan de dettes sur lesquelles il y a potentiellement un risque de décote important. Ça, c'est pas de la saine gestion. Ça s'appelle du quantitative easing. Alors, ça marche très bien aux États-Unis parce que c'est comme ça que les États-Unis font marcher la planche à billets puisqu'ils sont du bon côté du manche. Ça revient à faire marcher la planche à billets européenne, c'est-à-dire à faire de la création de monnaie. Voilà. Et donc que les députés allemands sont ulcérés. C'est malsain. Oui, c'est malsain en soi. malsain. Mais c'est la seule solution qu'on a pour permettre au système de fonctionner de façon fluide le temps qu'on prenne les ajustements structurels dont on a besoin. D'accord, et donc, ça nous ramène c'est la seule solution qu'on a malgré tout. Et donc ça nous ramène à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on achète du temps, mais que ça n'empêche absolument pas le fait qu'on ne s'en sortira pas si on ne fait pas les ajustements structurels qui sont absolument nécessaires pour remettre de la salubrité dans les finances publiques européennes. Mais toute la question, c'est est-ce qu'on est face à un problème de solvabilité ou un problème de liquidité? Si c'est un problème de liquidité, vous avez raison. Si c'est un problème de solvabilité, c'est pas bon. Regardez ce qu'a fait la Grèce. La Grèce, on règle le problème immédiat de liquidité, mais on a besoin de régler le problème de solvabilité pour que ça ne se termine pas par un crash brutal. Voilà. Bon, on marque une pause parce que ça clignote sur le compteur depuis déjà une bonne minute. Il est 9h28. 9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Les mails d'auditeurs, ça y va, je peux vous le dire. Alors j'en ai plein, j'ai pas tout lu. J'ai bien aimé celui-là, en fait, c'est celui que j'ai préféré. Si vous-même, rendez-vous compte, si vous-même vous avez eu tout à l'heure une telle difficulté à vous mettre d'accord sur l'interprétation des décisions concernant le FESF, comment voulez-vous que le Kidam s'y retrouve? Et au-delà du Kidam, même le chinois, et même l'investisseur chinois à la limite. Effectivement, ça c'était Alain. Un autre Alain nous dit ces 1000 milliards d'euros, n'est-ce pas une forme de cavalerie financière puisque ce sont des garanties des gages virtuels de l'argent que personne n'a? Il n'a pas tort, hein? Non, il a totalement tort parce que c'est exactement le même mécanisme. Il n'existe pas les mines. Non, c'est le même mécanisme que celui d'Oseo.
qui est quelque chose la banque publique des PME. Oui, et qui fonctionne parfaitement en garantie de crédit pour toutes nos PME. Donc, c'est vrai que on ne va pas lever encore une fois 1000 milliards, nous, argent, chacun, ce sera les États qui le feront avec la garantie, mais ça apporte vraiment quelque chose. Donc, c'est pas bidon. D'accord. Oui, vous voulez rajouter? Oui, non, mais on peut redire que ça reste cotère sur jambe de bois si on ne prend pas les mesures structurelles. D'accord, on va en parler des mesures. Alors, j'aime bien aussi la réaction de Christian. Hier soir, c'était le tirage de l'euro-milliard. Bon, j'en ai plein, mais j'ai pas le temps. Juste un mot. Ça donne confiance dans la créativité de l'humanité. C'est ça qui est bien. Il y a un truc, c'est vrai que depuis les années 2000, j'ai envie de dire, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite à l'intelligence et l'inventivité de l'esprit. Que ce soit en matière de technique financière. Depuis que l'homme existe, Nicolas. Oui, mais là, c'est fulgurant. C'est au rythme auquel les spreads de taux s'écartent entre le Bund et l'OAT qu'on invente des trucs de plus en plus astronomiques. Il n'y a malheureusement pas de limite à l'imbécilité. Olivier Berruyer, vous diriez imbécilité sur ce qu'on vient de faire? Ah oui, clairement. Oui. Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Parce que la question, je le répète, c'est est-ce qu'on est capable de rembourser ces sommes-là? Est-ce qu'on est capable de les lever? Ou est-ce qu'on est en situation de... S'il y a la suite que décrit Jérôme Dédéian, on sera un jour. Alors, Mais de toute façon, on a ce problème-là déjà depuis mai 2010. Qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans? On s'est ruiné pour acheter du temps. Le temps, on n'en a rien fait. On n'en a rien fait. Donc là, on dit, on va racheter encore beaucoup plus cher du temps. Pour faire quoi? Bien sûr qu'il faudrait faire des réformes structurelles. Pour des réformes structurelles, il faut limiter les dépenses, il faut augmenter les recettes. Mais il y a juste une condition pour qu'on s'en sorte. C'est qu'il faut le faire en 1990. En 2010, votre dette, elle est beaucoup trop importante. Ça, c'est Olivier, est-ce qu'on n'est pas justement... Enfin, moi, j'ai une espèce d'impression perverse qu'on est en train d'acheter le temps jusqu'au MES, le mécanisme européen de stabilité, qui va définitivement acter le fait qu'une zone euro à 17 devra repenser son périmètre. J'ai un peu ce sentiment-là au fond de moi. On peut repenser le périmètre, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Quand François Fillon dit en 2007 qu'on est en faillite, les choses n'ont pas changé. Oui, mais il a raison, mais depuis, la dette, elle a augmenté de 50%. Alors, on est encore plus en faillite. Et donc, on continue, on rajoute des couches de dette à de la dette, et tout ça va finir par s'écrouler. C'est ça le problème. Personne ne veut le voir. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Vincent Beaufils. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas réglé le problème de la Grèce. Quand on nous dit effectivement qu'il faudra attendre 2020 pour que la Grèce se retrouve à 120% de son PIB, avec une dette de 120% de son PIB, c'est lourd. Et le problème de la Grèce, c'est pas seulement sa dette, c'est le fait que c'est une économie qui structurellement est incapable de financer ses déficits, non pas fiscaux, mais ses déficits extérieurs. On a eu une économie qui vit au-dessus de son train de vie. Alors il y a 2 solutions quand on a ça. Soit effectivement on réajuste le train de vie des Grecs, mais pour arriver à cela, pour effectivement qu'ils équilibrent leur compte extérieur, en gros ça leur demande de vivre avec un train de vie de moitié de ce qu'il est aujourd'hui, ce qui est quand même un peu difficile. Soit on considère qu'on met en place des mécanismes de transfert, et ça c'est effectivement un vrai pas vers un fédéralisme communautaire, de même qu'effectivement aux États-Unis on aide certains États, de même que l'Italie et son sud. Aucun signaux aujourd'hui en Europe pouvant me laisser penser qu'on va vers un fédéralisme européen. C'est pour ça que je dis que sur ce sujet-là, on n'a pas avancé d'un iota et qu'on le retrouvera devant nous jusqu'en 2020. Juste sur le cas de la Grèce, je vous invite à aller réécouter l'émission de lundi où Léonidas Kalogeropoulos, connaissant bien ce pays, le bien nommé Kalogeropoulos, nous a raconté à quel point la Grèce était différente du reste de l'Europe. Il nous a dit c'est un pays complètement tourné vers le passé. On débat en Grèce de l'héritage de Platon. La préoccupation au moment de l'entrée de l'euro, c'était est-ce qu'on va devoir tamponner la religion sur le passeport? Quand on demande son chemin, on vous répond prenez la destination de Constantinople en Grèce. Il l'a vécu cet été en Thessalonique. Il le raconte, ça. C'est quand même. Il raconte que le sport national de la Grèce était de ne pas payer l'impôt aux Turcs. C'est un héritage de l'histoire. Enfin, il considère que Sainte-Sophie est une expropriation. C'est un pays dont son vice-président dit chez nous, il est mal élevé de demander la facture au plombier ou au gars qui vient donner des leçons de mathématiques à votre fils. Voilà, donc on va loin. Mais la définition du périmètre, il faut regarder les choses en face. Attention, le périmètre, là, c'est est-ce qu'on peut continuer à vivre à 17 ? Nous venons d'acheter du temps, et donc nous ne nous en sortirons durablement que si on prend des mesures structurelles. Dans ces mesures structurelles, il y a le fait de reconstituer des excédents budgétaires partout où on le peut, ou de limiter la casse partout où on le peut dans le périmètre européen, et il y a le cas échéant une modification de structure du périmètre de l'Union européenne et de la zone euro, si c'est le seul moyen pour sauver le bateau. Ça, c'est la première chose. Mais de toute façon, de toute façon, on va payer
cette dette colossale dont Olivier parlait, on va la payer à tempérament et nos enfants vont en s'appauvrissant pendant les 30 ou 40 années qui viennent. Ça, c'est la base. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour limiter cet appauvrissement et où, si on veut avoir une vision un peu volontariste des choses, pour reprendre les mains sur les leviers de commande de notre destin déjà, on augmente la TVA d'Européens, eh ben, il faut à ce moment-là donner de la croissance, car c'est la croissance qui nous tirera une fois qu'on a pris les mesures d'ajustement structurel qu'il nous faut. Comment est-ce qu'on retrouve de la croissance ? On retrouve de la croissance en ayant, si possible, un peu de marge de manœuvre pour investir, pour la créer à l'endroit où ça crée de la richesse. Donc ça, il faut quelques recettes supplémentaires, mais on a un volet de toute façon allègement de notre structure de coûts, abaissement du point mort budgétaire des États européens, de leur train de vie considérable. Voilà. Et il va falloir mixer tout ça dans un ensemble socialement acceptable. C'est la mission de nos gouvernants. Ils ne peuvent le faire qu'ensemble. Ils ne peuvent y parvenir qu'ensemble. Olivier, pourquoi est-ce qu'on a voulu éviter de devoir dire officiellement il y a un défaut grec, un événement de crédit ? Ça, on a voulu le faire pour ne pas déclencher les événements de CDS derrière, voilà. Parce qu'on ne sait pas où ils se trouvent, il n'y a pas les provisions pour payer. Donc voilà, effectivement, ça peut guère marcher, ces systèmes de CDS, dans le cadre d'un défaut généralisé. C'est important, ça, quand même, de ne pas arriver au tampon. Défaut de la Grèce, au DDD. De là à crier partout que la Grèce n'a pas fait défaut. Évidemment que la Grèce, elle a fait défaut. Enfin, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ouais. Mais au niveau du diagnostic, Jérôme a tout à fait raison. Bien sûr qu'il faudrait faire tout ça. La question, c'est est-ce que c'est possible ? Il est là le fond du sujet. La Grèce, elle vient de faire des réformes énormes en quelques mois. Elle a diminué les retraites de 20%, elle a diminué le salaire des fonctionnaires de 15%. Qu'est-ce qui se passe ? Le déficit, il est plus important qu'avant qu'elle commence. Il est là le sujet. C'est pas parce qu'on diminue les dépenses publiques de 50 milliards qu'il y a 50 milliards de déficit en moins. Ça, il faut arrêter de rêver. Ces mesures-là ont des impacts sur l'économie et ça se paye. Et donc non, mais l'arbitrage, il est réduction des dépenses, croissance, et c'est cet arbitrage-là qui est extrêmement sensible. Et ça ne peut fonctionner que dans deux choses. Premièrement, si les Européens s'occupent de ça ensemble, car chacun de son côté ou en continuant à se tirer la bourre, on n'y arrivera pas, ça c'est la première chose. Et ça ne peut se faire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, les États-Unis et les Chinois ne nous feront aucun cadeau. Aucun. Ça me fait penser à ce qu'on disait, ce que les grandes puissances occidentales disaient de l'Empire ottoman, qui était exsangue au début du siècle et à la fin du 19e siècle, qui était maintien en vie de l'homme malade. C'était ça la stratégie. Et donc ils font exactement la même chose avec l'Europe, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune raison de nous faire des cadeaux. Ils vont nous en faire quand même parce qu'on est quand même interdépendants, parce qu'ils ont besoin de nous, parce qu'un krach complet en Europe ça les arrange quand même pas, mais ils ne nous feront le cadeau que juste ce qu'il faut pour nous maintenir en vie. Et donc si on veut passer à l'étape d'après, il va bien falloir qu'on reprenne en main notre destin de façon autonome. Et ça on ne peut le faire qu'ensemble. Vincent Beaufils, et après on marque une pause, on évoque la une de Challenge, on va prendre un peu d'air. Juste un petit point par rapport à cette notion toujours un peu compliquée quand on dit il y a un problème de solvabilité, un problème de liquidité. Problème de liquidité, c'est ce qu'on a évoqué sur l'Italie. Si la dette est trop élevée, et si les taux sont trop élevés, alors que le pays a une capacité de rembourser, il faut l'ajuster. Pour la solvabilité, ça s'adapte très bien à la Grèce. C'est que quels que soient les efforts qu'on fait, ce que dit Olivier est exact, je veux dire, le pays ne peut pas répondre. Donc il y a vraiment un problème de capacité à rembourser structurel. Et donc c'est en ça que parfois on sort solvabilité, parfois on sort liquidité. Et la seule chose, je veux dire, vraiment inquiétante sur le long terme, c'est qu'on n'a pas réglé le problème de solvabilité des pays périphériques dans la zone euro qui ont une incapacité à payer leurs dettes. Et c'est pas simplement la Grèce, c'est sans doute également le cas du Portugal. À l'inverse, l'Italie, elle peut tout à fait y arriver. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand vous prenez la presse du jour, c'est juste pour la transition, on va parler de la une de Challenge avec le livre de Jobs et les bonnes feuilles du livre dans un instant. Vous prenez la une des Échos ce matin, vous avez un titre, globalement c'est la réponse de l'Europe au marché, et vous prenez la une du Parisien, et c'est la réponse de la crise aux Français, la TVA va augmenter. On en dira un mot juste avant de terminer cette émission. A tout de suite. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Nous revoilà pour le dernier quart d'heure de cette émission. Juste le mail de cet auditeur qui est d'accord avec Olivier Berruyer. Arrêtons de sauver les investisseurs, ils ont pris des risques, mais enfin c'est leur métier. Aïe. Alors, vous n'avez pas cédé à la tentation de l'Europe, Vincent Beaufils, cette semaine, parce qu'en fait, vous aviez
plus glamour, nettement plus glamour que la crise de l'euro, les bonnes feuilles du livre de Jobs. J'ai eu ce challenge dans la nuit, j'étais tellement accaparé par essayer de comprendre ce FESF qui est à se taper la tête contre les murs que je vous avouerai que je n'ai pas lu les bonnes feuilles et je compte sur vous. Mais ça donne plus envie effectivement que l'accord de Bruxelles. C'est vrai qu'au moment où Steve Jobs est mort, nous on n'en a pas fait des tonnes parce qu'on savait qu'on avait cet accord avec l'éditeur français Lattès pour la biographie, alors je ne vais pas dire la biographie officielle, mais ce qui est intéressant dans cette biographie, c'est que Walter Isaacson, qui est d'abord un type qui n'est pas n'importe qui, il a fait c'est l'ancien patron de CNN, il a écrit une biographie de Benjamin Franklin et puis de Einstein, bon, donc passé à Jobs. C'est d'ailleurs Jobs qui est allé le voir pour lui parler de ça en 2004. Il lui a dit oui, dans 10-20 ans peut-être. Et puis Jobs est venu le revoir, le visage un peu plus émacié. Il dit il faudrait peut-être qu'on s'y mette maintenant. Et ils se sont vus 60 fois. Et donc, ils ont pas mal parlé. Puis, il a fait son boulot parfaitement. Le livre est passionnant, mais je veux dire, pour ceux qui peut-être rechigneraient à lire les 700 pages, nous, on en a sélectionné 2 extraits qui sont absolument fabuleux, à la fois par le côté instructif, notamment sur la relation que Steve Jobs a avec ses produits dans ses conversations avec Jonathan Ive, le designer d'Apple, et puis d'une certaine façon ce qu'on a appelé son testament, c'est les dernières phrases du livre où il donne sa philosophie, à la fois pas simplement de la vie mais aussi des produits. Il a cette phrase incroyable, bien sûr c'était génial de réaliser des profits parce que cela nous permettait de créer de bons produits, mais la motivation est le produit, non le profit. Et il dit notamment, ça c'est merveilleux, il faut pas faire le produit qu'on vous demande. Si Henry Ford avait fait le produit qu'on lui demande, eh bien, il aurait inventé effectivement un cheval plus rapide. Et donc, c'est ça. Si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, lorsque vous aurez fabriqué ce qu'ils veulent, ils n'en voudront plus. Et Voilà. Challenge, rien que pour le dernier paragraphe du testament, où il compare la vie Steve Jobs avec une allégorie entre Bob Dylan, les Beatles et les Rolling Stones. C'est cette phrase merveilleuse quand on sait qu'il était en train de mourir. Il faut toujours aller de l'avant, sinon, comme le dit Dylan, si vous n'êtes pas en train de naître, vous êtes en train de mourir. Et c'était vraiment En tout cas, il y a 8 pages dans Challenge et 700 pages chez Lattès. On peut commencer par 2,50 €. Bon résumé. C'était un bon pitch. Un bon pitch. Voilà, moi je l'ai lu ce dossier. Les 2 choses qui m'ont le plus frappé, c'est évidemment, et c'est très très bien extrait, les extraits sont très bien choisis, cet amour du produit. Commencer par le produit, essayer d'être en rupture, ne pas se fier aux enquêtes consommateurs, et produit plus que profit, ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu parce que en fait il en parle comme ça, mais il en parle aussi de façon beaucoup plus sévère en se benchmarkant avec ses concurrents. Et il explique pourquoi Apple, quand il n'était pas là, s'est planté. Il explique pourquoi il a beaucoup d'admiration pour ce qui a été fait par Microsoft, mais il pense que tant que Ballmer sera là, ça ne marchera pas, puisque Ballmer est un homme qui cherche du profit et non pas à s'intéresser. Et il dit même quand ils ont essayé de copier mon Mac, ils n'ont pas réussi à le faire intelligemment. Donc voilà, il est plutôt. Donc il y a plein de choses intéressantes dans ce dossier. Moi, et puis il y a une autre chose qui m'a beaucoup ému quand je l'ai lu, c'est il explique pourquoi est-ce qu'il est retourné voir pour laisser ce testament en fait. Et il dit j'ai besoin d'écrire ça, de faire écrire ça, parce que mon aventure d'entrepreneur m'a accaparé pas mal du temps de mon existence et que du coup j'étais peut-être pas suffisamment avec mes enfants. Il parle pas de sa femme, il parle que de ses enfants. Bon, en tout cas avec les siens, et qu'il éprouve le besoin de laisser un témoignage de pourquoi il a fait tout ça et de leur laisser un témoignage de pourquoi il a fait tout ça. Et ça m'a ému quand je l'ai lu. Voilà. Je voulais que mes enfants me connaissent. C'est ça qui est la phrase auquel Jérôme fait référence. Ouais, c'est quelque chose qui dit beaucoup à n'importe quel entrepreneur qui sait très bien que la taille des barreaux de la prison, on choisit la prison, on choisit la taille des barreaux, mais c'est quand même un sacerdoce. C'est à découvrir donc cette semaine dans Challenge exclusif, le livre de Jobs. Il y a 8 pages donc. 8 pages d'extraits, et puis on a quelques autres documents à cette occasion-là. Et c'est vrai que je suis content qu'on ait pu avoir, qu'on ait pu s'en... Parce que ça va être, il a été édité avant même sa sortie à 1,8 million d'exemplaires aux États-Unis. C'est le livre qui a été précommandé au niveau le plus élevé à Amazon. Bon, c'est le best-seller de l'année, mais
on peut avoir en lisant Challenge l'envie d'aller plus loin, quoi. Et si ça se trouve, on peut le télécharger. Un truc de dingue. Les photos, c'est marrant, je les connais. Enfin, on en a vu beaucoup. Vous les avez trouvées où, ces photographies? Certaines, pour moi, sont inédites. Alors, j'ai pas complètement épluché toute la presse Jobs de ces dernières semaines. C'est vrai qu'on était calé par rapport à la date de publication du livre, et donc on a vu tout ce qui s'est fait et on a mis beaucoup en avant nous-mêmes, y compris les produits, le job d'Apple, les keynotes, et on est allé effectivement aux sources de Steve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il était avant, et dans toute et donc on a choisi un parti pris du Steve Jobs jusqu'à son retour d'Apple, et c'est pour des gens qui ont son âge et qui ont la chance d'être encore en vie, un merveilleux album des années 70 et 80. Notamment, il y a une photo où il y a Steve Wozniak et c'est avec une guitare, et Steve Jobs avec une belle moustache. Enfin, on y est tous, en tout cas. Bon, ben écoutez, vous lirez ça dans Challenge cette semaine. Après avoir tutoyé les anges pendant 3-4 minutes, on va retourner à la question trash. On a 1 minute. Je vais vous la poser de la manière suivante. Vous trois autour de cette table, êtes-vous prêts à réduire votre pouvoir d'achat pour le salut de la France? Non. En gros, êtes-vous prêt à payer plus en tant que consommateur avec une TVA alourdie, par exemple en allant au restaurant, par exemple en allant à l'hôtel? Est-ce que voilà. Alors Vincent? Alors moi j'y suis prêt à une condition qui est celle d'ailleurs qu'ont dit les patrons qui étaient prêts à payer davantage d'impôts, c'est qu'il y a un effort sur le plan des dépenses, et vous lirez dans Challenge un excellent papier, une rencontre avec Denis Kessler, qui a fixé, après avoir étudié tout du MEDEF, patron de Score, et qui est le patron de Score, qui est un des rares patrons économistes, et il a étudié tous les plans d'assainissement des finances, et il dit ceux qui ont marché sont ceux dans lesquels il y a 2/3 d'efforts de réduction des dépenses, 1/3 d'augmentation de prélèvements. Sur cette base-là, je suis d'accord. Olivier, s'il y avait la dépense, est-ce que vous passez du non au oui? Si en même temps on coupe dans la dépense, est-ce que vous êtes prêt à payer, à bouffer un peu? Non, mais ça marchera pas. Ça marcherait, oui, évidemment, mais comme je disais, ça fallait le faire en 90, en 2010. Vous êtes surendetté. Pourquoi on ne pourrait pas couper nos dépenses même en 2010? Parce qu'en coupant les dépenses, vous allez diminuer, enfin vous allez augmenter quand même votre charge, vous allez mettre le pays en récession, et ça, on va voir ce qui va se passer. Enfin, et en tout cas, personnellement, puisqu'on est un peu dans la caricature et fait vite en 1 minute, moi je suis pas d'accord pour réduire mon train de vie dans les 30 ans qui viennent pour rembourser l'épargne de Liliane Bettencourt et de ses amis du Fouquet. Jérôme Déléant. Moi, je suis personnellement prêt à faire 1 euro de taxes supplémentaires pour 1 euro de dépenses en moins, à condition que dans la structure des dépenses, on modifie aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on fasse très attention à l'efficacité de l'euro dépensé, en plus des réductions. Voilà. Il est 9h54. Intégral Bourse, entre 10h et midi, on va retrouver Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer, Dorothée Balzan, évidemment, après l'accord de Bruxelles, arraché au cœur des banquiers. Eh bien, c'est maintenant sur les marchés que c'est en train de se jouer, Guillaume. Oui, des marchés